Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons examiner 5 des femmes les plus détestées de l'histoire. Certaines ont été accusées de meurtre et trahison. D'autres sont devenues des symboles de scandale, cupidité ou désastre politique. Mais étaient-elles vraiment des monstres ou des victimes de rumeurs et de propagande? Des reines infâmes aux maîtresses controversées. Voici les histoires de certaines des femmes les plus détestées de l'histoire. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Lucrèce Borgia. Une noble espagnole et italienne qui a épousé plusieurs seigneurs italiens de renom à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. C'était une période célèbre de l'histoire italienne, l'époque de la Renaissance, Michel-Ange, De Vinci et les guerres d'Italie. Mais l'histoire de Lucrèce était tout aussi captivante, et de nombreux mythes et légendes sombres entouraient sa vie. Voici son histoire. Lucrèce Borgia est née le 18 avril 1480, à Subiaco, qui était alors une ville située à l'extérieur de Rome, mais qui est aujourd'hui une banlieue de la capitale italienne. Son père était Rodrigo Borgia, un Espagnol originaire des environs de Valence, mais qui s'était rendu à Rome au milieu du XVe siècle, et sa mère était Vanessa di Catone, la maîtresse principale de Rodrigo. À Rome, il gravit rapidement les échelons de l'Église catholique romaine sous le patronage de son oncle, Alfonso, qui avait été élu pape Calixte III en 1455. À la fin des années 1450, Rodrigo était cardinal, un poste puissant au sein des États pontificaux, eux aussi très influents, qui dominaient alors une grande partie du centre de l'Italie, bien au-delà du Vatican. Mais Rodrigo n'était pas exactement un cardinal ordinaire. Il avait de nombreuses maîtresses et a engendré plusieurs enfants, ce qui n'était pas rare chez les ecclésiastiques de l'époque. L'hypocrisie régnait dans l'Église à cette époque. Car même si les vertus du célibat étaient prêchées, ceux qui occupaient des postes importants bafouaient sans vergogne cette règle dans le secret de leur vie privée. Et à cause de cela, leur comportement a suscité des critiques chez certains réformateurs de l'Église à cette époque. Avec Vanessa, Rodrigo eut 4 enfants, et Lucrezia s'entendait bien avec ses frères et sœurs, surtout avec son frère aîné, Cesare. Ils étaient très affectueux l'un avec l'autre, et Cesare allait jouer un rôle important dans la vie de sa sœur par la suite. Mais ce lien fort allait plus tard donner naissance à de sombres rumeurs. Fille d'une des figures religieuses majeures de l'époque, Lucrezia bénéficia d'une éducation très poussée dans les nouvelles humanités, qui avait été développée en Italie pendant la période de la Renaissance, et soulignait les auteurs grecs et romains de l'Antiquité. Elle a été instruite par Adriana Orsini de Milan. Grâce à Orsini, Lucrezia a appris plusieurs langues. Plus tard, elle parlait couramment espagnol, catalan et français, l'italien et le latin, tandis que son éducation humaniste aurait inclus une solide base en littérature grecque et romaine, la rhétorique, la politique, la logique et la philosophie, les matières principales du programme humaniste. Lucrèce grandissait pendant une période tumultueuse de l'histoire italienne. Bien que l'Italie à cette époque soit le centre de la civilisation européenne, avec des villes comme Rome, Florence, Venise et Milan, attirant les plus grands artistes de l'époque. Politiquement, la péninsule était dans un état chaotique. Elle n'était pas unie, mais elle était divisée en plus de 2 douzaines de cités-États, grandes et petites, les principales étant les républiques marchandes maritimes de Gênes et de Venise. Plusieurs cités-États dans le nord, tels que les duchés de Milan, Ferrare et Urbino. Florence en Toscane, qui semblait être une république, mais en réalité gouvernée par la célèbre famille Médicis, et l'État pontifical gouverné depuis Rome, au centre de l'Italie. Dans le sud, le royaume de Naples et l'île de Sicile étaient contrôlés par l'Espagne. De plus, à partir de 1494, une série de guerres a éclaté, menées par l'Espagne et la France, qui rivalisaient pour dominer la péninsule italienne, après que la France ait cherché à s'imposer dans le nord. Tout cela était important pour Lucrèce, car son père a organisé plusieurs mariages pour elle afin de renforcer la position des Borgia dans ce paysage politique labyrinthique. Lorsqu'elle n'avait que 10 ans, le père de Lucrèce a promis sa main en mariage à un seigneur valencien,
Mais celui-ci, ainsi que plusieurs autres arrangements matrimoniaux, furent annulés. Dans les années qui suivirent, à mesure que la fortune politique de Rodrigo fluctuait au début des années 1490, son pouvoir de négociation changea radicalement en août 1492, lorsqu'il fut élu nouveau pape. En tant que pape Alexandre VI, il a pu négocier une alliance matrimoniale bien plus avantageuse grâce à Lucrèce. Le 12 juin 1493, elle a donc épousé Giovanni Sforza. Beaucoup des vies dans Tolly dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Un membre de la puissante famille Sforza, qui régnait sur le duché de Milan et plusieurs autres petits États dans le nord de l'Italie. Ce premier mariage n'a duré que jusqu'en 1497. À ce moment-là, le pape avait décidé que l'alliance avec les Sforza n'était plus la meilleure option, et qu'une meilleure alliance matrimoniale pourrait être négociée grâce à Lucrezia si l'union était annulée. Cela fut dûment accepté par Sforza après qu'une certaine pression ait été exercée. Et lui, assez embarrassé, a signé un document déclarant qu'il ne pouvait pas consommer le mariage en raison de son impuissance. Et cela constituait un motif suffisant pour que l'annulation soit accordée. Pourtant, en réponse, on pense que Giovanni Sforza, humilié, a commencé à répandre des rumeurs, affirmant que Lucrezia entretenait des relations sexuelles avec ses frères et son père. À ce stade, Lucrèce approchait de l'âge adulte, et des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était enceinte au moment de l'annulation, en raison d'une liaison illicite avec un chambellan travaillant pour son père, du nom de Pedro Calderón. Les événements qui ont suivi restent obscurs. Lucrezia disparut de la vie publique un moment et aurait pu donner naissance à son premier enfant, dont Calderón aurait été le père, dans les semaines qui suivirent. Puis, Calderón devint victime de la brutalité de la famille Borgia, qui n'hésitait pas à se débarrasser des problèmes embarrassants. Eh bien, il a été retrouvé mort dans le fleuve Tibre au début de l'année 1498. Son deuxième, Alphonse d'Aragon, a connu un sort sanglant similaire. Alphonse était un cousin de la famille royale espagnole, étant issu de la famille royale d'Aragon, dont le roi était Ferdinand d'Aragon, l'un des deux monarques d'Espagne à la fin du XVe siècle, avec son épouse Isabelle. Le mariage de Lucrèce avec Alphonse en 1498 faisait partie de la décision de son père de soutenir temporairement les Espagnols dans les guerres d'Italie. Mais le mariage ne durerait que tant que le réalignement diplomatique du pape Alexandre durerait. Bien que ce soit une bonne alliance, ayant le même âge, on disait aussi qu'ils étaient tombés amoureux. En l'an 1500, les Borgia décidèrent de soutenir à nouveau la France. Ainsi, les Borgia voulaient la disparition d'Alphonse, et il ne tarda pas à être retrouvé mort, lui aussi, à Rome. Lucrèce pourrait avoir été complice de son meurtre, bien que le mariage ait déjà donné un fils, nommé Rodrigo, d'après son grand-père, le pape.
Le troisième et dernier mariage de Lucrèce eut lieu 2 ans plus tard. C'était son mariage le plus important à ce jour. C'est sans doute pourquoi il a duré. Son nouveau mari était Alphonse d'Este, le fils et héritier d'Ercole d'Este, le duc de la puissante cité-État de Ferrare, dans le nord de l'Italie. Il allait bientôt succéder à son père et devenir lui-même duc en 1505. Le mariage fut célébré au début de 1502 et dura jusqu'à la fin de la vie de Lucrèce. Il en résulta finalement plusieurs enfants, bien que la filiation de ces enfants ait pu être sujette à débat, car Lucrèce, tout comme son nouveau mari, s'est engagé dans une série de liaisons tout au long des années 1500 et 1510. Cela comprenait une relation de longue date entre Lucrèce et le marquis de Mantoue, François Gonzague, et une liaison distincte avec le compositeur et théoricien littéraire de la Renaissance, Pietro Bembo, qui était largement considéré comme ayant formalisé le dialecte toscan de l'italien, qui est ensuite devenu la version standard de la langue italienne utilisée dans toute la péninsule. Les relations familiales de Lucrèce et ses nombreuses liaisons et mariages l'ont placé au cœur de commérages salaces et de nombreux mythes dans l'Italie de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Pour commencer, de nombreuses rumeurs circulaient sur des enfants illégitimes qu'elle aurait eus avec ses amants. Le premier étant Giovanni, au début de l'année 1498, on dit qu'il serait le fruit de la liaison malheureuse de Lucrezia avec Calderon, bien que la paternité de Giovanni soit encore contestée. De plus, des accusations de relations incestueuses avec son frère, César, ont abondé pendant sa vie. Ce fut particulièrement le cas après que son deuxième mari a été assassiné à Rome en 1500, et César était largement soupçonné d'avoir commandité le meurtre. Il est cependant peu probable que cela ait eu quoi que ce soit à voir avec une étrange jalousie amoureuse, mais c'était plutôt dû aux activités politiques de César à l'époque. Le frère de Lucrezia avait agi comme leur père, le général du pape, en étendant le territoire des États pontificaux en Italie centrale à la fin des années 1490. Et sa décision de tuer Alphonse d'Aragon en 1500 était une décision purement politique, liée au réalignement diplomatique de la papauté et à son alliance avec la France à cette époque. Lucrèce a également acquis la réputation d'être elle-même une femme fatale. Une femme qui séduisait les hommes à sa guise et qui pouvait les empoisonner tout aussi facilement. On disait, par exemple, qu'elle portait une bague creuse qui s'ouvrait pour lui permettre de verser du poison dans les verres de ses victimes sans méfiance. Un incident notoire auquel on disait qu'elle avait participé était le banquet des châtaignes, une fête organisée à Rome le 30 octobre 1501. Ici, Lucrèce, son frère César et leur père, le pape Alexandre, on disait qu'ils avaient participé à une quasi-orgie impliquant une partie de la noblesse romaine et des dizaines de courtisanes de la ville. Il n'existe qu'un seul récit du banquet, rédigé par le maître de cérémonie de la cour papale de l'époque, Jean Bouchard. Et il est désormais admis que l'histoire a peut-être été entièrement inventée pour ternir le nom de la famille Borgia. Il est toutefois possible que Lucrèce n'ait été ni une femme fatale, ni même particulièrement scandaleuse dans sa vie amoureuse, comparée à n'importe quelle autre dame aristocratique de la fin de la Renaissance en Italie. Elle était sans aucun doute jugée très attirante par ses contemporains. Mais sa beauté n'impliquait pas nécessairement un comportement particulièrement sordide. Au contraire, elle semble avoir été stigmatisée à cause des actions plutôt douteuses de sa famille dans les années 1490 et dans les premières années du XVIe siècle. Son père, le pape, avait plusieurs maîtresses et encourageait son fils à se tailler son propre royaume en Italie centrale, en utilisant les ressources du Saint-Siège de Rome pour le faire. Et César était le plus notoire des seigneurs de la Renaissance qui ont plongé l'Italie centrale dans le chaos dans les années 490. Et il aurait eu une grande influence sur Nicolas Machiavel lorsqu'il entreprit d'écrire son célèbre traité politique, Le Prince, quelques années plus tard. La vie adulte de Lucrèce s'est déroulée à la cour d'Este, à Ferrare, où son troisième mari est devenu duc en 1505. Comme on l'a vu, elle a eu une série de liaisons
ce qui était courant selon les standards de l'Italie de la fin de la Renaissance. C'est devenu compliqué à cause d'un de ses amants, Francesco Gonzaga, ayant contracté la syphilis à peu près au moment de leur liaison ou peu de temps avant. Une maladie sexuellement transmissible qui était arrivée en Europe à la fin du XVe siècle, avec des conséquences dévastatrices suite au contact des Européens avec les Amériques. Bien qu'elle soit aujourd'hui facilement traitée par des antibiotiques, à l'époque moderne, elle dévastait lentement le corps, en débutant par une éruption autour de la région génitale, puis elle s'étendait sur le reste du corps. Et finalement, cela entraînait des déformations. Et souvent, l'effondrement de certaines parties du corps, comme le nez, si la maladie durait des mois ou des années. Pourtant, Lucrèce ne semble pas avoir contracté la maladie de François, à laquelle les femmes sont moins sujettes. Son père, le pape Alexandre, est mort en août 1503. C'était un homme curieux, un prince de la Renaissance impitoyable qui a enfreint toutes les règles associées à sa fonction, mais qui a été évoqué avec affection par certains des autres papes de l'époque. Avec sa position affaiblie après la mort de leur père, César commença à perdre le contrôle de certains territoires du centre de l'Italie, qu'il avait conquis dans les années 1490. Il fut finalement arrêté par le roi Ferdinand d'Aragon et transféré en Espagne en 1504. Il passa plus de 18 mois en prison là-bas, avant de s'évader et de lancer une révolte dans le nord du pays, qui se termina par sa mort en mars 1507. Ainsi, en quelques années au début du XVIe siècle, Lucrèce passa du statut de fille de l'une des familles les plus puissantes d'Italie à celui de figure isolée, descendante de la maison déchue des Borgia. Elle eut au moins 8 enfants, dont la légitimité était discutable, et peut-être même jusqu'à 10 selon la filiation de 2 autres. Cependant, elle a également connu plusieurs conceptions difficiles et fausses couches au cours des années 1500 et 1510. Et à la fin, c'est ce passé obstétrical difficile qui a conduit à sa mort. Le 14 juin 1519, elle a donné naissance à une petite fille qui a été baptisée Isabelle. Cela avait été une autre grossesse compliquée pour Lucrèce. Et cette fois, elle ne s'en est jamais vraiment remise. Elle est tombée malade après l'accouchement. Malgré une brève amélioration la semaine suivante, son état s'est aggravé et elle est décédée le 24 juin, à l'âge de 39 ans. Elle a été enterrée dans l'église du Corpus Domini à Ferrare, la dernière grande figure de la turbulente dynastie Borgia qui avait été si influente en Italie depuis le milieu du XVe siècle. Lucrèce a été l'une des femmes les plus étudiées de l'Italie de la première modernité depuis sa mort. Par exemple, en 1833, le grand écrivain français Victor Hugo a écrit une pièce de théâtre qui porte son nom, racontant une version de sa vie. Alors qu'au XXe et au début du XXIe siècle, elle apparaît dans de nombreux livres, films, séries télévisées et même un jeu vidéo. Dans ses œuvres, beaucoup des rumeurs qui l'entouraient de son vivant ont été mises en avant. Catherine de Médicis était membre de la célèbre famille Médicis de Florence. Elle allait épouser le futur roi de France et devenir reine. Pourtant, son mari est mort prématurément, la laissant guider ses fils. Elle a rapidement acquis la réputation d'être une reine maléfique et avide de pouvoir, qui empoisonnait ses ennemis et massacrait d'autres personnes. Et avait aussi des liens avec l'occultisme. Certaines de ces sombres rumeurs étaient-elles vraiment vraies ? Voici son histoire. Catherine de Médicis est née le 13 avril 1519, à Florence, la capitale de la République florentine, qui dominait la Toscane et l'Italie centrale au début de l'époque moderne. Bien que la ville fût nominalement une république, elle avait été dominée, avec peu d'interruptions, par la famille bancaire Médicis depuis la fin du XIVe siècle. Ils avaient également joué, à titre individuel, un rôle important dans la Renaissance italienne. Et Catherine était l'arrière-petite-fille de Laurent le Magnifique, qui avait été le mécène et le soutien de Léonard de Vinci, Michel-Ange et Sandro Botticelli, entre autres. La Renaissance italienne fut une époque de grands accomplissements culturels en Italie. Elle fut aussi marquée par une profonde instabilité politique. Alors que la France et l'Espagne,
les superpuissances européennes de l'époque, se disputaient l'hégémonie sur les nombreuses petites cités-États italiennes. À l'époque de la naissance de Catherine, la famille Médicis se rapprochait de la France, et par conséquent, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Et après une enfance tumultueuse, où ses deux parents étaient morts avant ses 1 an. Catherine a été mariée à Henri de Valois, le deuxième fils aîné du roi François, le premier de France. Le mariage a d'abord été difficile. Les motifs de l'union dynastique ont été contrecarrés en 1534, lorsque Giulio de Médicis, qui en tant que pape Clément VII avait négocié l'union avec la France, est mort. Son successeur, le pape Paul III, a désormais apporté le soutien de la papauté à l'Espagne et a supprimé une pension papale dont Catherine bénéficiait dans le cadre de l'alliance matrimoniale. De plus, le prince Henri montra peu d'intérêt pour son épouse durant les premières années et préféra entretenir une série de maîtresses, étant même amoureux de l'une d'elles, la belle Diane de Poitiers. Une femme de 20 ans, l'aînée d'Henri, mais on disait qu'elle semblait plus jeune. De plus, durant les 10 premières années de leur mariage, le couple n'a pas pu avoir d'enfants. Cela a rendu Catherine, une femme vue comme étrangère, encore plus impopulaire en France. En conséquence, elle a essayé diverses concoctions étranges pour essayer de tomber enceinte. Et lorsqu'elle y est finalement parvenue, des soupçons selon lesquels elle s'adonnait à l'occultisme ou à la sorcellerie ont commencé à se répandre. Avec le temps, les choses se sont améliorées. Catherine était louée pour son érudition et sa sophistication par la cour française. Les années passaient, et elle fut une figure importante dans la diffusion de la Renaissance vers le nord, à la cour française de Paris. De plus, à partir de 1544, Henri et Catherine ont eu des enfants. Lorsqu'un enfant arrivait, d'autres suivaient rapidement, et au total, il y eut 10 enfants au cours des 14 années suivantes, dont 7 ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Catherine était elle aussi désormais en position de devenir reine. En 1536, le frère aîné de Henri, François, l'héritier désigné de leur père, François Ier, a contracté une fièvre et est mort. Henri était désormais l'héritier désigné du roi, et lorsque le monarque qui régnait depuis longtemps mourut enfin, en 1547, Henri succéda sous le nom d'Henri II, avec Catherine pour reine à ses côtés. Cependant, leur relation est restée froide à bien des égards, et Henri n'a pas permis à sa femme d'exercer une véritable autorité politique. Eh bien, Catherine était largement tenue à l'écart, tandis que la maîtresse d'Henri, Diane, recevait toute son attention, ainsi que des titres, des propriétés et de nombreux cadeaux comme des vêtements de luxe et des bijoux. Henri a même nommé Diane dame d'honneur de Catherine. Pendant cette période, Catherine s'est tournée vers les sciences et est devenue fascinée par l'astrologie, l'astronomie et la physique. Elle est également devenue amie avec le voyant réputé Nostradamus, et à cause de cela, des récits sur son intérêt pour les arts noirs et la nécromancie commencèrent à se répandre. De plus, on disait qu'elle avait des agents qui utilisaient du poison pour tuer ses ennemis. Et même si tout cela est discutable et probablement exagéré, il est rapporté que pendant son séjour en France, la vente d'un antidote a explosé. Puis, en 1559, Henri est mort dans un accident de joute bizarre lors d'une série de jeux organisés pour marquer l'établissement définitif de la paix avec l'Espagne, après des décennies de combats. Ainsi, Catherine fut propulsée en tant que novice en politique dans le rôle de régente du royaume de France au nom de son fils, le nouveau roi François II. Et elle jouerait un rôle majeur dans la politique française durant les 30 années suivantes. Au final, le règne de François II s'est également avéré de courte durée, car il est mort en décembre 1560, seulement 17 mois après être devenu roi, et alors qu'il n'avait que 16 ans. On ne sait pas clairement de quoi il est mort, mais la cause la plus probable était une méningite. Il a eu pour successeur son frère cadet Charles, qui est devenu le roi Charles IX. Le nouveau monarque n'avait que 10 ans, et Catherine devrait se battre pour ses intérêts pendant de nombreuses années, alors qu'il grandissait dans le labyrinthe de la politique française au milieu du XVIe siècle. Catherine avait fort à faire, car la France s'était retrouvée avec un roi enfant au moment précis où le pays avait besoin d'un pouvoir central fort.
Au cœur de tout cela se trouvait la question de la religion. Au cours des années 30 et 40 du XVIe siècle, le protestantisme s'était diffusé de l'Allemagne vers l'Europe occidentale. Les anciens Pays-Bas, correspondant en grande partie aux actuels Pays-Bas, et les cantons suisses étaient rapidement devenus des régions où les protestants prédominaient. Cependant, la situation en France était plus complexe. Certaines parties du pays, comme le nord et le nord-ouest autour de la Normandie et de la Bretagne, restaient profondément attachées au catholicisme romain. Mais de grandes parties du sud de la France, en particulier celles proches de la Suisse occidentale et de la ville de Genève, ont adopté le protestantisme. Ces protestants français sont devenus connus sous le nom de Huguenots et militaient pour la liberté de culte en France. Ils étaient tellement engagés qu'en 1562, les Huguenots sont entrés en guerre contre le gouvernement français pour obtenir la liberté de culte. C'était le début des guerres de religion, qui allaient tourmenter la France pour le reste du XVIe siècle. Catherine était au centre des guerres de religion, au cours desquelles elle s'est retrouvée à essayer de négocier entre les deux camps. Les Huguenots d'un côté, menés par Gaspard de Coligny, et l'ultra-catholique Maison de Guise de l'autre côté. La faction des Guises cherchait à contrôler la monarchie et à dominer le gouvernement du jeune Charles tout au long des années 1560. L'objectif de Catherine était de suivre une voie médiane entre les forces opposées et d'obtenir le meilleur résultat possible pour son fils lorsqu'il atteindrait sa majorité. À ce titre, elle était une figure de proue parmi les personnalités politiques françaises qui se définissaient alors comme des politiques, ceux qui privilégiaient la stabilité politique et la paix plutôt que la cause du catholicisme radical ou du protestantisme. À ces fins, Catherine oscillait entre l'option militaire contre les Huguenots à certains moments et la négociation avec eux à d'autres, dans les années 1560, cherchant souvent à contrebalancer l'énorme influence que la famille de Guise avait acquise parmi la population catholique du pays. Elle a également négocié une série d'alliances matrimoniales. Charles lui-même a épousé Élisabeth d'Autriche en 1570, la fille de l'empereur du Saint-Empire romain, Maximilien. Elle a aussi tenté de négocier une alliance matrimoniale avec la reine protestante d'Angleterre, Élisabeth Eyre, par le mariage de l'un de ses fils cadets, et des négociations pour d'éventuelles fiançailles avec François, duc d'Alençon et d'Anjou, ont traîné jusqu'à la fin des années 1570. Cependant, c'est l'alliance matrimoniale que Catherine a négociée pour que sa fille Marguerite épouse Henri de Bourbon, le prince de Navarre, en 1572, ce qui a mené aux événements pour lesquels Catherine est la plus vilipendée et dont on se souvient le plus. Henri de Bourbon était le prince de la petite principauté de Navarre, dans le sud-ouest de la France, le long de la frontière pyrénéenne avec l'Espagne. Bien qu'il fût prince à part entière, il était aussi sujet de la couronne française. Mais une complication supplémentaire pesait sur l'union matrimoniale. Henri était protestant et était devenu, au début des années 1570, l'un des chefs des Huguenots français, malgré sa jeunesse. À ce titre, le mariage de la sœur du roi Charles avec Henri fut négocié dans le but de mettre fin aux guerres de religion. Et Catherine espérait aussi réduire l'influence de la famille de Guise par la même occasion. Ainsi, Henri et Marguerite se sont mariés le 18 août 1572, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Néanmoins, le mariage d'Henri et Marguerite a été éclipsé par un événement survenu une semaine plus tard. Le mariage avait vu des milliers de partisans d'Henri affluer à Paris. Alors que les Huguenots arpentaient les rues de Paris catholiques, les tensions en ville s'intensifièrent. Celles-ci éclatèrent dans la nuit du 23 août, 5 jours après le mariage et jusqu'au matin du 24, le jour de la fête de Saint-Barthélemy. Le massacre de la Saint-Barthélemy, comme on l'appellera plus tard, fut l'un des épisodes de violence religieuse les plus tristement célèbres des guerres de religion, qui ont ravagé l'Europe pendant un siècle à la suite de la réforme protestante. L'incident qui a déclenché le massacre fut une tentative d'assassinat contre Gaspard de Coligny, l'un des chefs huguenots majeurs de l'époque, le 22 août. Les tensions se sont exacerbées à Paris en conséquence, et dans la nuit du 23.
Cela a dégénéré lorsque les catholiques de tout Paris ont commencé à attaquer les milliers de huguenots qui visitaient la ville. Au matin du 24, la violence s'était largement propagée hors de Paris. Au moment où cela s'est terminé, au moins 5000 personnes, surtout des protestants français, avaient été tués, et peut-être jusqu'à 20 000, tandis que des cadavres et du sang jonchaient les rues du centre de Paris. Catherine serait bientôt vilipendée pour avoir instigé le massacre. Et la supposition qu'elle avait provoqué la violence et n'était pas parvenue à convaincre son fils, le roi Charles IX, d'y mettre fin. Cela lui avait valu la réputation de reine noire, ou de grande manipulatrice. Dans cette optique, Catherine était perçue comme ayant organisé l'union entre sa fille et Henri de Navarre. Comme moyen d'attirer chefs huguenots et partisans à Paris, où elle organisa ensuite leur massacre lors de la Saint-Barthélemy. Pourtant, malgré tout cela, Catherine fut présentée sous cet angle. Elle n'était pas responsable de la violence. La tentative d'assassinat de Coligny, qui a conduit directement au massacre la nuit suivante, était sans doute l'œuvre de la famille de Guise, qui voulait saboter l'alliance potentielle entre la couronne et les Huguenots. De plus, Catherine a effectivement convoqué le Conseil royal le 23 août, avant le massacre, pour rétablir l'ordre à Paris avant que le sang ne coule. Cet échec est dû à son fils, Charles, un souverain faible et inefficace dont l'inaction fut aggravée par des rumeurs selon lesquelles il aurait murmuré, le 23, à ses conseillers « Tuez-les tous ». Ainsi, la réputation de Catherine en tant que cerveau du massacre de la Saint-Barthélemy, un événement qui a scandalisé les protestants dans toute l'Europe pendant des années, est presque certainement injustifié. Le rôle de Catherine dans la politique française s'est poursuivi bien au-delà des événements de 1572. 2 ans plus tard, Charles est mort de la tuberculose, sans héritier. Par conséquent, le fils de Catherine qui venait ensuite, Henri, devint alors roi sous le nom d'Henri III. Cependant, le nouveau monarque était alors absent en Pologne, où il était prétendant au trône de la République des deux nations. Par conséquent, pendant un certain temps, en 1574, Catherine est redevenue une fois de plus la reine régente au nom de son fils absent, et elle demeura conseillère d'Henri tout son règne. Cependant, elle était peu appréciée du public français, et elle était fréquemment tenue responsable de tous les problèmes qui survenaient. À la lumière de cela, en 1574, un auteur anonyme a publié un texte extrêmement critique à son égard, et ainsi, la réputation de Catherine en tant que reine maléfique s'est encore renforcée. Pendant son règne, de nombreuses accusations concernant Catherine ont circulé. Parmi elles, on l'accusait d'avoir empoisonné la mère d'Henri de Navarre, qu'elle avait une pièce dans son château remplie de poison, et qu'elle avait même fourni des prostituées à son fils récemment décédé, alors qu'il était encore très jeune. En 1577, un certain Pierre Lestuel a décrit un banquet organisé par Catherine. Il y affirma: lors de ce charmant banquet, les plus belles et charmantes femmes de la cour servaient comme domestiques, étant à moitié nues, les cheveux lâchés comme des jeunes mariés. Mais cela était probablement assez exagéré. Eh bien, il n'était même pas là. Dans les années 1570 et jusqu'aux années 1580, Catherine s'est efforcée vaillamment d'empêcher la France de sombrer dans des troubles encore plus grands. Les guerres de religion ont continué. Mais elle a réussi à guider ses fils, le roi et le duc d'Alençon et d'Anjou, pour éviter une nouvelle guerre contre l'Espagne à la fin des années 1570, pour laquelle la couronne était totalement mal préparée dans le contexte de l'instabilité interne de la France. Elle a aussi réussi à réduire partiellement le pouvoir des Guises, mais ils sont restés un facteur de déstabilisation dans un paysage politique national déjà fragilisé, menaçant à plusieurs reprises de négocier leur propre alliance avec l'Espagne et de faire entrer des troupes espagnoles dans le pays contre les Huguenots. Au milieu des années 1580, Catherine était âgée et de plus en plus malade, et elle mourut le 5 janvier 1589, à l'âge de 69 ans. Juste 9 mois plus tard, son fils, Henri III, a été assassiné près de Paris par Jacques Clément, un fanatique catholique mécontent du refus du monarque d'affronter directement les Huguenots français.
Henri est lui-même mort sans héritier mâle, et son jeune frère François était mort quelques années plus tôt. Ainsi, maintenant, dans un étrange retournement du destin, Henri de Navarre, qui avait épousé la fille de Catherine, Marguerite, 17 ans plus tôt, avait déclenché le massacre de la Saint-Barthélemy, est devenu le nouveau roi. Sous le nom d'Henri IV, il accepta vite de se convertir au catholicisme si cela pouvait mettre fin aux guerres de religion, proclamant célèbrement que Paris vaut bien une messe. En 1598, il mit fin au conflit religieux lorsqu'il publia l'Édit de Nantes, qui donna enfin aux protestants français la liberté de culte tant attendue. Ainsi, les guerres de religion en France prirent fin. Mais pas grâce aux filles de Catherine, mais par l'homme à qui elle maria sa fille en 1572. Prélude à l'un des épisodes les plus tragiques et les plus tristement célèbres de l'histoire de France. En 1936, Édouard VIII est devenu roi du Royaume-Uni. Il était déterminé à épouser Wallis Simpson, une mondaine américaine divorcée à plusieurs reprises. Pourtant, cela a rapidement entraîné une crise politique et l'abdication du roi. Au cours des années qui ont suivi, d'autres scandales ont éclaté, et il a même été supposé que le couple tramait quelque chose de sinistre avec les nazis. Mais pour comprendre comment tout cela est arrivé, nous devons remonter à la fin du XIXe siècle. La femme connue de la postérité sous le nom de Wallis Simpson est en réalité née sous le nom de Bessie Wallis Warfield le 19 juin 1896 à l'auberge Monterey à Blue Ridge Summit, en Pennsylvanie. Elle est née dans une famille d'affaires influente de Baltimore. Son père était Henry Warfield, un marchand de farine qui a gagné assez d'argent en vendant ce produit modeste pour, en 1875, pouvoir financer une campagne afin de devenir maire de Baltimore, bien qu'elle ait finalement échoué. La mère de Wallis, Alice, venait également d'une famille d'affaires. Son père était William Montague, un courtier en bourse prospère de la fin du XIXe siècle. Malgré l'aisance de ses parents, l'enfance de Wallis fut difficile. Son père est mort de la tuberculose en novembre 1896, moins de 6 mois après sa naissance. Pour aggraver les choses, la relation de sa mère avec sa famille était tendue, peut-être en raison du fait que Wallis était né hors mariage. En conséquence, Alice et Wallis vivaient de la charité du frère de Henry Warfield, Solomon, l'oncle de Wallis, pendant une grande partie de sa jeunesse à Baltimore. Pendant cette période, Wallis s'est distinguée dans ses études et s'est révélée dans les années 10 comme une jeune femme intelligente. Le 8 novembre 1916, Wallis a épousé Earl Winfield Spencer Jr., un pilote de la marine américaine qu'elle avait rencontré 6 mois plus tôt lors d'une visite en Floride. Ce n'était pas une union heureuse. Spencer, il s'est avéré très vite, était alcoolique, et il aimait même piloter en étant ivre. Il s'est déjà écrasé en mer, mais il s'en est sorti indemne. À la fin des années 10, la relation était brisée. Wallis et Earl vivaient en partie séparément. Ils sont restés mariés jusqu'en 1927, mais pendant des années, ils se voyaient rarement, car il était basé dans différentes bases militaires aux États-Unis, alors que Wallis voyageait souvent à l'étranger, passant du temps en Chine, à Hong Kong, à Paris, et dans d'autres endroits. 8 mois après que le divorce de Wallis avec son premier mari a été prononcé, elle a épousé Ernest Aldrich Simpson, homme d'affaires américain du secteur maritime avec de grands intérêts commerciaux en Grande-Bretagne. En conséquence, ils se sont mariés à Londres et c'est là qu'ils ont principalement vécu au cours des années suivantes. Leur bonheur conjugal fut bref et tous deux ont été infidèles, bien que leur mariage ait officiellement duré près d'une décennie. Ce second mariage n'a pas donné d'enfant, ni aucune des autres unions de Wallis. C'est pendant son mariage avec Ernest que Wallis a rencontré Édouard, prince de Galles, l'héritier du trône britannique. C'était en janvier 1931. Ils sont restés en contact par la suite, mais il semble que ce ne soit qu'en 1934 que leur relation soit devenue sexuelle. Bien que Wallis reste officiellement marié à Ernest jusqu'en 1937. La relation entre le prince et Wallis a été jugée problématique par la famille royale et le gouvernement britannique dès que des détails ont été révélés. Dans les années 1930, le divorce était encore considéré comme controversé et l'idée que l'héritier du trône épouse une américaine. Et une femme qui avait divorcé de son premier mari et commis l'adultère lors de son second mariage, lorsqu'elle a commencé une liaison avec Édouard,
Cela a été considéré comme scandaleux. En conséquence, les services secrets britanniques et la police métropolitaine ont ouvert un dossier sur Wallis en 1935. La controverse entourant la relation de Wallis avec Édouard a atteint son paroxysme en 1936, lorsque le père du prince, le roi George V, est décédé. Édouard monta automatiquement sur le trône en tant que roi Édouard VIII. Il avait bien l'intention d'épouser Wallis, qui avait demandé le divorce d'Ernest et dont on savait qu'elle avait dit à ses amis et connaissances à l'époque qu'elle s'attendait à devenir bientôt reine. Le gouvernement, cependant, avait d'autres idées. Le premier ministre conservateur Stanley Baldwin et ses ministres ont commencé à manœuvrer en coulisses pour préparer le frère cadet du prince, Albert, à prendre la relève si Édouard devait être démis de ses fonctions de roi en cas d'explosion de la controverse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque Édouard a clairement indiqué qu'il avait l'intention de poursuivre son projet d'épouser Wallis, le gouvernement de Baldwin a clairement indiqué que la société britannique refuserait qu'elle devienne reine. Ainsi, le 11 décembre 1936, moins de 11 mois après son accession, Édouard a abdiqué le trône et a été remplacé par Albert, qui a pris le nom de George VI en tant que roi. Après l'abdication d'Édouard, le gouvernement était désireux que l'ancien roi et sa future épouse disparaissent de la vie publique britannique autant que possible. En conséquence, quand des projets d'installation en France ont été évoqués, George VI et l'administration de Baldwin ont tout fait pour faciliter cela. Édouard et Wallis devaient recevoir les titres de duc et duchesse de Windsor, et ils ont reçu une somme d'argent énorme, ainsi qu'une pension permanente, afin de pouvoir vivre confortablement à l'étranger. Une fois tout cela réglé, l'ancien monarque et celle qui allait devenir son épouse se sont enfin mariés dans le sud de la France le 3 juin 1937, peu après que Wallis ait obtenu son divorce d'Ernest. Les jeunes mariés ont ensuite vécu à Paris. On aurait pu penser que les Windsor s'installeraient dans la capitale française et essaieraient d'éviter toute nouvelle controverse. Mais ce ne fut pas le cas. Édouard, avec le soutien de Wallis, semblait résolu à essayer de se tailler un nouveau rôle en tant qu'ambassadeur officieux des intérêts royaux britanniques à l'étranger. Dans cet effort pour créer de nouveaux liens, Édouard et Wallis décidèrent de faire un voyage à l'étranger, à l'automne 1937, dans un pays qui n'aurait pas pu être plus controversé. Ils allaient visiter l'Allemagne nazie. À l'été 1937, Dr Robert Ley, le chef du Front allemand du travail, avait invité Édouard et Wallis à visiter l'Allemagne. Au début de l'automne 1937, les Windsor avaient accepté l'offre. La visite imminente fut annoncée au gouvernement britannique, qui n'était pas du tout ravi de cette dernière évolution. Les Windsor sont arrivés à la gare de Friedrichstraße à Berlin le 11 octobre, pour ce qui allait être une visite de près de 2 semaines. Leurs activités étaient généralement assez banales, impliquant des visites d'usines allemandes et d'organisations sociales. Mais pendant tout ce temps, ils étaient reçus et choyés par les principaux membres du régime nazi, y compris le ministre allemand des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop, le ministre nazi de la propagande, Joseph Goebbels et Hermann Göring, le chef de la toute nouvelle force aérienne allemande et le bras droit d'Hitler. Enfin, Wallis et Édouard ont conclu leur séjour de 2 semaines en Allemagne par une audience privée avec Adolf Hitler dans sa résidence alpine, le Berghof, à la frontière sud de l'Allemagne avec l'Autriche. Il existe différentes versions de ce qui a été dit lors de ces réunions et de ce qui était prévu entre les Windsor et les nazis, mais comme nous allons le voir, toute la visite a pris une tournure plus sinistre à la lumière des événements des années suivantes. Wallis et Édouard sont revenus à Paris après leur séjour en Allemagne. Là, ils ont vu l'Europe plonger vers la guerre dans les mois suivants, tandis que leur nouvel ami, Adolf Hitler, a commencé à annexer certains des pays voisins de l'Allemagne. L'Autriche a été annexée à la Grande Allemagne en mars 1938, suivie par la Tchécoslovaquie 1 an plus tard. Lorsque les nazis ont ensuite envahi la Pologne en septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France ont décidé de ne plus apaiser Hitler et ont déclaré la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale avait donc commencé. Wallis et Édouard ont continué à vivre à Paris dans les mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre. Eux, comme beaucoup de Parisiens, auraient cru qu'ils étaient relativement en sécurité là-bas, loin des lignes de front de l'invasion attendue de la France dans le nord-est du pays. Mais lorsque cette invasion a eu lieu au début de l'été 1940, cela s'est conclu par une victoire militaire éclatante des nazis. Les divisions de chars allemandes ont commencé à se rapprocher de Paris en l'espace de quelques semaines,
après leur incursion initiale en France. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Wallis et son mari ont fui vers le sud, franchissant la frontière espagnole et allant presque jusqu'au Portugal. À Lisbonne, une des séquences d'événements les plus controversées et singulières concernant Wallis et Édouard a eu lieu. Tout d'abord, le régime nazi tramait un plan pour faire revenir le couple en Espagne, où il chercherait à les détenir et à les utiliser comme monnaie d'échange dans le conflit de l'Allemagne avec la Grande-Bretagne. Édouard et Wallis ignoraient ce plan, qui a échoué de toute façon, mais eux-mêmes semblaient préparer une trahison contre la Grande-Bretagne elle-même. À Lisbonne, Wallis et Édouard résidaient chez Ricardo Espírito Santo, un banquier portugais qui avait de nombreux liens d'affaires en Allemagne. Santo était soupçonné d'avoir de nombreux contacts avec Hitler et les nazis. En conséquence, les services de renseignement britanniques avaient ouvert un dossier sur lui. De plus, la correspondance entre Édouard et Santo durant la période suivante semblerait indiquer qu'Édouard aurait pu préparer un éventuel retour sur le trône de Grande-Bretagne. Bien que les preuves soient incertaines, nombreux sont ceux qui ont supposé qu'Édouard utilisait Santo comme intermédiaire avec le gouvernement nazi et que des plans existaient pour rétablir Édouard sur le trône britannique si l'Allemagne battait la Grande-Bretagne pendant la guerre. Ainsi, Wallis et son mari conspiraient peut-être avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale dans le but de devenir roi et reine, 5 ans après l'abdication honteuse d'Édouard. Nous ne saurons peut-être jamais toute la vérité sur ce que Wallis et Édouard tramaient pendant leur séjour au Portugal à l'été 1940. Quelques semaines plus tard, le gouvernement britannique a organisé leur embarquement à Lisbonne pour les Bahamas, où Édouard s'est vu confier le poste de gouverneur pour la durée de la guerre. Il manœuvre pour éloigner le couple de la Grande-Bretagne. Ils ont passé le reste de la guerre ici, avec tous les plans qu'ils auraient pu élaborer avec les nazis tombant à l'eau, alors que les nazis commençaient progressivement à perdre la guerre à partir de l'hiver 1941. Wallis et Édouard ont repris leur vie d'exilés royaux à Paris après la Seconde Guerre mondiale. De maigres éléments de preuve ont continué à apparaître au fil des années, concernant leur alliance apparemment brève avec les nazis et les rencontres qu'ils avaient eues avec les hauts responsables du régime en octobre 1937 ont jeté une ombre sur eux pour le reste de leur vie. Néanmoins, ils ont continué à jouir d'une certaine célébrité à Paris et lors de leur visite aux États-Unis dans les années 50. La santé d'Édouard a décliné dans les années 60, principalement en raison de sa consommation excessive de tabac et d'antécédents familiaux de problèmes pulmonaires. Il est finalement décédé en mai 1972 à Paris, à l'âge de 77 ans. Son corps a été rapatrié en Angleterre pour des funérailles royales, durant lesquelles le public britannique a manifesté une tristesse surprenante pour le monarque, roi seulement brièvement en 1936, et dont la vie avait par ailleurs été entourée de controverses. Wallis a continué à vivre en France après le décès d'Édouard. Elle était soutenue par la succession de son mari défunt et recevait une allocation de la reine Elisabeth II. Sa propre santé déclinait à cette époque et, à la fin des années 70, elle a développé une démence. À partir de 1980, elle a perdu la capacité de parler. Ainsi, ses dernières années se sont passées à la maison, avec une détérioration de ses facultés mentales. Finalement, Wallis est décédé dans la capitale française le 24 avril 1986, à l'âge de 89 ans. Ses funérailles ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où elle a été inhumée auprès d'Édouard. Lorsque Hernán Cortés et ses conquistadors espagnols ont conquis l'empire aztèque d'Amérique centrale entre 1519 et 1521, une femme autochtone leur a été d'une aide précieuse. Malinali, qui est devenue connue sous le nom de Malintzin ou la Malinche, a servi d'interprète, conseillère et intermédiaire pour les Espagnols. Son nom est devenu synonyme de duplicité et de trahison envers son propre peuple. Mais était-elle vraiment l'incarnation de la trahison, ou en réalité une victime des circonstances ? La Malinche est née sous le nom de Malinali vers l'an 1500 parmi le peuple nahuatl de la péninsule du Yucatan, dans ce qui est aujourd'hui le sud du Mexique et le Guatemala. Elle a grandi dans la région frontalière entre l'ancien empire maya et le nouvel empire aztèque, expansionniste et agressif, dont la capitale se trouvait bien plus au nord, à Tenochtitlan, le site de l'actuel Mexico.
On sait peu de choses sur sa jeunesse. Mais nous savons que lorsqu'elle avait 8 ou 9 ans, Malinali a été réduite en esclavage. Il n'est pas clair si elle a été enlevée lors d'un raid par un groupe de guerriers ou si elle a été vendue par sa famille. L'esclavage était très courant dans la région d'Amérique centrale à l'époque précoloniale. Et il se peut très bien que sa famille l'ait cédé à des peuples mayas plus à l'est. C'est la version des faits qui a été présentée par Bernal Díaz de Castillo, un soldat espagnol qui a accompagné Hernán Cortés lors de la conquête du Mexique, et qui a ensuite, dans les années 1560, écrit une histoire de ces événements, intitulée « La véritable histoire de la conquête de la Nouvelle-Espagne ». Quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est devenue esclave, nous savons que la captivité de Malinali a eu une conséquence très importante. Jusqu'à ce moment de sa vie, elle parlait la langue nahuatl du peuple aztèque. Maintenant, elle se retrouvait à vivre parmi le peuple maya, qui parlait le maya yucatèque. En conséquence, Malinali est devenue bilingue. Cela aurait une grande importance pour la suite de son histoire. Les autres détails de la vie de Malinali en tant qu'esclave parmi les Mayas de la péninsule du Yucatan dans les années à venir sont rares et peu nombreux. Elle a peut-être été échangée plusieurs fois et a vécu dans différents endroits. Ce que nous savons, c'est qu'elle était toujours esclave et qu'elle entrait au début de l'âge adulte en 1518, quand les premiers explorateurs espagnols, naviguant depuis les colonies espagnoles des Caraïbes, ont débarqué sur la péninsule du Yucatan et rencontré les autochtones d'Amérique centrale. Ce premier contact a rapidement conduit à une intervention plus soutenue dans la région. L'année suivante, en 1519, un commandant militaire espagnol nommé Hernán Cortés mena une expédition depuis la colonie espagnole sur l'île de Cuba jusqu'à la péninsule du Yucatan. Lorsqu'il arriva dans la ville de Ponton-Pontonchan, sur le territoire des Mayas, les autorités de la ville, dans l'espoir d'apaiser les Européens, ont offert à Cortés 20 esclaves en cadeau. L'une de ces femmes n'était autre que Malinali. Au début, Malinali n'était pas traitée différemment des autres esclaves. Ils ont été baptisés chrétiens et ont reçu des noms européens. Cortés donna alors Malinali à l'un de ses compagnons les plus anciens et ne pensa peut-être plus beaucoup à elle. Mais on fit alors une découverte. On découvrit qu'en plus de parler la langue maya yucatèque locale des Mayas, Malinali pouvait aussi parler le nahuatl, la langue des Aztèques, plus au nord et à l'ouest. Cortés était venu en Amérique centrale déterminé à conquérir les Aztèques. Ayant entendu parler des richesses de leur empire par les Espagnols arrivés en Amérique centrale l'année précédente. Par conséquent, il a été décidé que Malinali pouvait être utilisé comme interprète pour les Espagnols. Bien qu'elle ne parle pas espagnol, un prêtre espagnol dans la compagnie de Cortés avait rapidement commencé à apprendre un peu de maya yucatèque grâce aux informations recueillies lors de l'expédition de 1518. Ainsi, en associant le prêtre à Malinali, Cortés serait capable de communiquer avec les peuples parlant le nahuatl qu'il rencontrerait en avançant plus loin vers l'intérieur des terres, en direction de Tenochtitlan. Ainsi, il a récupéré Malinali du espagnol à qui elle avait été donnée. Désormais, elle serait la compagne constante de Cortés en Amérique centrale. Et elle était toujours représentée comme étant très proche de lui dans toutes les peintures ou dessins représentant les événements qui ont suivi. Ayant sécurisé la côte de la péninsule du Yucatan, Cortés et ses partisans ont progressé vers l'intérieur dans les mois suivants. Alors qu'ils avançaient, ils ont fait la guerre à plusieurs villes et villages où l'on parlait le nahuatl. Mais avec d'autres, ils ont négocié. Malinali a joué un rôle crucial dans ces négociations. Les Espagnols étaient relativement peu nombreux en 1519. Si Cortés et ses hommes voulaient conquérir Tenochtitlan, ils auraient besoin d'alliés parmi les autres peuples nahuatlophones de la région du Mexique. Ils ont rapidement acquis ces alliés parmi les Tlaxcaltèques et les Texcocanes de la région, qui étaient aigris par la domination aztèque en Amérique centrale, notamment parce qu'ils devaient fournir des tribus humains aux Aztèques, qui étaient sacrifiés lors des fêtes religieuses à Tenochtitlan. En utilisant Malinali comme interprète, Cortés a réussi à rallier ses peuples à la cause espagnole contre les Aztèques. C'est également à cette époque que Malinali est devenu connu sous le nom de Malinzin.
une version nahuatl de son nom. Cela ajoutait un titre honorifique royal à son nom. Et les autochtones pensaient qu'elle était une noble. Eh bien, elle avait une grande importance au sein de l'entourage de Cortés. Des Espagnols ont ensuite hispanisé son nom en Malinche et ont ajouté la devant pour l'appeler la Dame. Telle était l'estime des Espagnols pour lui. Finalement, l'expédition espagnole se rendit à Tenochtitlan en novembre 1519. Là, ils rencontrèrent l'empereur aztèque Moctezuma II, qui s'entretint avec Cortés, avec la Malinche, servant d'interprète. Moctezuma les accueillit dans la ville et accepta de leur fournir un logement dans la partie centrale de Tenochtitlan. Les croyances populaires, selon lesquelles les Aztèques vénéraient les Espagnols comme une sorte de dieu blanc en armure de métal et armé de fusils, ont été exagérées. Certainement. Leur supériorité technologique aurait certainement impressionné les Aztèques. Mais Moctezuma n'en fut pas pour autant intimidé. Il est plus probable qu'il voulait commercer avec les Espagnols et commençait à acquérir leurs armes. Une légende raconte qu'en entendant la description de Cortés, Montezuma a dit « Il est apparu, il est revenu, il viendra ici, à l'endroit de son trône et de son dais, car il a dit qu'il le ferait en partant. » Selon certains, les Espagnols étaient des divinités aztèques disparues depuis longtemps et à cause d'une série de coïncidences, certains affirmaient que Moctezuma croyait même que Cortés était peut-être le dieu aztèque, Quetzalcoatl, qui avait promis de revenir un jour pour reprendre son royaume. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, était considéré comme un dieu de la création qui avait été expulsé et avait disparu au-delà de la mer, vers l'est, près de Veracruz, là où Cortés avait débarqué. De plus, la légende disait aussi que Quetzalcoatl avait la peau blanche et portait une barbe et s'opposait au sacrifice humain, tout comme Cortés. Pourtant, la coïncidence la plus troublante était que l'année où Quetzalcoatl devait revenir pour apporter la paix à l'Empire aztèque était 1519, la même année où Cortés est arrivé. Les Espagnols sont restés à Tenochtitlan pendant plus de 6 mois en tant qu'invités des Aztèques. Mais les relations étaient de plus en plus tendues, notamment en raison de la condamnation par les Espagnols de certaines pratiques religieuses et sociales des Aztèques. Les choses ont dégénéré au début de l'été 1520, lorsque Cortés a appris que certaines de ses troupes restées sur la côte avaient été attaquées. Les Aztèques en étaient peut-être responsables. Ces événements ont culminé dans la nuit du 30 juin 1520, qui est devenue connue sous le nom de la Noche Triste, ou la Nuit Triste. Certaines histoires racontent que le peuple aztèque, fatigué de la façon dont Moctezuma apaisait les Espagnols, a attaqué l'empereur et l'a lapidé à mort. Cependant, il est également possible que Cortés ait tué l'empereur. Quelles que soient les circonstances, l'atmosphère à Tenochtitlan devint alors hostile. Les Aztèques attaquèrent les Espagnols, et tout au long de la nuit, les Espagnols durent se battre pour sortir de la ville, perdant de nombreux hommes et partisans en route. Encore une fois, la Malinche a peut-être joué un rôle décisif dans ces événements, ayant pu informer Cortés que les Aztèques se préparaient à attaquer les Espagnols. À la suite des événements de la Noche Triste, les Espagnols sont entrés en guerre totale contre les Aztèques. Cortés et ses partisans ont passé des mois à rassembler leurs alliés nahuas dans toute l'Amérique centrale avant de retourner à Tenochtitlan l'année suivante. Lorsqu'ils sont revenus dans une ville aztèque qui avait été gravement affaiblie par une pandémie de variole, déclenchée dans la ville par les Espagnols. Les Aztèques n'avaient aucune immunité contre cette maladie européenne et elle a décimé la population de la ville. Par conséquent, à l'été 1521, Cortés et ses alliés autochtones ont pu conquérir la ville, mettant ainsi fin à l'Empire aztèque. Dans les années qui ont suivi, l'Empire espagnol s'est étendu pour contrôler toute l'Amérique centrale. La Malinche avait joué un rôle central dans la conquête de son propre peuple. Cortés a un jour affirmé qu'après Dieu, personne n'avait été plus déterminant dans son succès pour conquérir le Mexique qu'elle. Pourtant, son histoire ne s'arrête pas là. Une fois la conquête des Aztèques terminée, elle a continué à vivre avec Cortés pendant un certain temps. En 1522, elle lui a donné un fils nommé Martin. Pour cette raison, elle est devenue connue comme la mère du peuple métis
Les métis étant un peuple issu du métissage qui a émergé en Amérique latine dans les décennies qui ont suivi, grâce au mariage entre les autochtones et les Espagnols. Cependant, la Malinche n'allait pas épouser Cortés. Il était déjà marié, et lorsque sa femme est arrivée au Mexique en 1522, il a décidé que la Malinche devait quitter sa maison. En conséquence, cette année-là, elle a épousé Juan Jaramillo, l'un des capitaines de Cortés. Cette union a fait de la Malinche une noble espagnole libre. Elle donna ensuite un enfant à Jaramillo, une fille en 1526. Ces enfants allaient finalement faire partie de la noblesse mexicaine et espagnole. Mais elle ne vivrait pas assez pour le voir. En 1529, la Malinche, comme tant d'autres autochtones d'Amérique centrale, est morte de la variole. Elle avait peut-être environ 29 ans à l'époque. Il y a un grand débat sur la façon dont on devrait se souvenir de la Malinche. Son nom lui-même est devenu synonyme de trahison. En Amérique centrale, et au Mexique en particulier, Malinchista désigne un compatriote déloyal. Après tout, c'était une femme qui a aidé les Espagnols à conquérir et à détruire la civilisation de sa propre patrie. Et pourtant, peut-être, elle ne doit pas être tenue responsable des événements dans lesquels elle a été impliquée, mais était en réalité une victime des circonstances. Après tout, elle s'est retrouvée mêlée aux Espagnols pour la première fois après avoir été réduite en esclavage dans son enfance. Son rôle de traductrice n'était pas quelque chose qu'elle avait prévu. Il est probable qu'elle ait été forcée après que Cortés et ses compagnons ont découvert son utilité pour communiquer avec les peuples parlant le nahuatl. Quoi qu'il en soit, bien qu'elle ait volontairement aidé Cortés et ses conquistadors espagnols, peut-être ne devrions-nous pas la juger trop durement. Après tout ce qu'elle faisait, c'était aider quelqu'un contre la société qui l'avait asservi en premier lieu. Nous ne saurons peut-être jamais ce qu'elle pensait vraiment de sa situation. Mais il est indéniable que la Malinche a été une figure clé dans la destruction de l'Empire aztèque et la transformation de l'Amérique centrale au cours du XVIe siècle. Pendant 2 décennies, entre 1788 et 1808, María Luisa de Palma était la reine consort d'Espagne. Pourtant, de sombres accusations ont abondé pendant sa vie, allant des infidélités à répétition à l'empoisonnement de ses ennemis. La véracité de ces rumeurs fait encore débat aujourd'hui. Mais dans tous les cas, elle était extrêmement impopulaire dans son pays. Accompagnez-moi pour découvrir sa vie. María Luisa de Palma est née le 9 décembre 1751 dans la ville de Palma, dans le nord de l'Italie. À cette époque, l'Italie était divisée en de nombreux petits États. Et en 1748, le duché de Parme avait été attribué à la maison royale de Bourbon. C'était grâce au traité d'Aix-la-Chapelle, qui mit fin à la guerre de succession d'Autriche. Différentes branches des Bourbons régnaient sur la France et l'Espagne, et il fut décidé que le père de María Luisa, Philippe, le deuxième fils du roi Philippe V d'Espagne, acquérait le duché. Ainsi, Maria est née dans la ville italienne un peu plus de 2 ans après que son père y soit arrivé, en tant que duc de Palma. La mère de María Luisa était Louise Élisabeth, la fille aînée du roi Louis XV de France. Elle était étroitement apparentée à Philippe, qu'elle a épousé en 1739, poursuivant une tradition de mariage entre cousins proches parmi les familles royales d'Europe. Elle et Philippe ont eu 3 enfants, qui ont vécu jusqu'à l'âge adulte. Isabelle est née en 1741, peu de temps après leur mariage. 10 ans plus tard, en janvier 1751, un garçon, Ferdinand, est né. Quelques semaines plus tard, Louise-Élisabeth tomba enceinte et ainsi María Luisa naquit 11 mois plus tard. Les 3 enfants et leurs parents vivaient dans le palais ducal de Color Colonna à Palma. Un bel édifice qui avait été remanié et agrandi pour devenir un palais du XVIIIe siècle à partir d'un imposant édifice médiéval plusieurs décennies auparavant. María Luisa et ses 2 frères et sœurs auraient été éduqués par Étienne Bonnard de Condillac, un éminent érudit français des Lumières, mais il n'existe aucune preuve pour étayer cela. Eh bien, on sait que Condillac est arrivé à Palma en 1768, et à ce moment-là, María Luisa avait déjà quitté l'Italie. Avant cela, la famille avait connu une tragédie,
lorsque la mère de Maria Luisa est décédée en 1759, suivie par sa sœur Isabelle en 1763. Toutes deux ont succombé à la variole, la maladie la plus mortelle de l'Europe moderne. Au moment où la mère de Maria Luisa est morte, en 1759, on avait déjà beaucoup réfléchi à qui elle épouserait, et le prince Louis, duc de Bourgogne en France, était considéré comme un prétendant possible. Pourtant, il est mort de la tuberculose en 1761, alors qu'il n'avait que 9 ans. Par la suite, un mariage avec le prince Charles, le fils et héritier du roi Charles III d'Espagne, a été proposé. Des négociations ont suivi et, le 4 septembre 1765, le mariage a été célébré au palais de la Granja, près de Ségovie, au nord de Madrid. Maria Luisa n'avait que 13 ans, tandis que Charles en avait 16. Et ils étaient cousins germains. Le mariage fut difficile pour Maria Luisa durant ses premières années. La mère de Charles, Maria Amelia, était décédée quelques années plus tôt et, Charles étant l'héritier du trône d'Espagne, Maria Luisa devint la première dame de la cour espagnole. Plusieurs de ses proches, cependant, ne l'appréciaient pas. En grande partie à cause de son attitude perçue comme dominatrice envers son mari, un jeune homme influençable qui ne s'est jamais imposé comme un héritier ou un dirigeant fort. Le mariage de Maria Luisa ne donna pas d'enfant pendant plusieurs années, et lorsque ce fut le cas, il fut assombri par des fausses couches et la mort de plusieurs de leurs enfants. Ce n'était pas un fait rare. La mortalité infantile et juvénile était extrêmement élevée à l'époque moderne. 30 à 35% des enfants mouraient avant d'atteindre leur 10e année. De plus, la mortalité infantile et juvénile était particulièrement sévère parmi certaines lignées royales d'Europe, un résultat des mariages consanguins fréquents entre les maisons royales. La reine Anne de Grande-Bretagne, par exemple, avait été enceinte 14 fois à la fin du XVIIe siècle, et avait perdu tous ses enfants à cause de fausses couches ou de décès pendant l'enfance ou la petite enfance. Maria Luisa était un peu mieux lotie qu'Anne. On pense qu'elle a connu 24 grossesses différentes. 10 se sont soldées par des fausses couches, mais 14 sont allées à terme. Parmi les 14 enfants auxquels elle a donné naissance, 7 survivraient pour devenir adultes. 7 autres sont morts en bas âge ou pendant l'enfance. Et à cause de cela, des rumeurs ont commencé à circuler à la cour d'Espagne, selon lesquelles Maria Luisa était maudite. Le premier-né de Maria Luisa et de Charles, un garçon nommé Charles Clément, né en septembre 1771, est mort à seulement 2 ans et demi, en mars 1774. Une fille nommée Maria Luisa, comme sa mère, est morte à 4 ans et demi, à l'été 1782. Des jumeaux, nommés Charles et Philippe, ou Carlos et Felipe, pour utiliser les versions hispaniques de leur nom, sont nés en septembre 1783, mais ils étaient maladifs dès la naissance. Tous deux sont décédés à 3 semaines et demie d'intervalle en 1784. Les 7 enfants qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte étaient Carlota, née en 1775, Maria Amelia, née en 1779, Maria Luisa, née en 1782, Ferdinand, né en 1784, Carlos, né en 1788, Maria Isabelle, née en 1789, et Francisco, né en 1794. Plusieurs d'entre eux deviendraient rois et reines de différents États européens. Curieusement, Maria Luisa aurait fait une fausse couche aussi tard qu'en 1799. À cette époque, elle approchait de la cinquantaine, et on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit ménopausée. À ce moment-là, son éprouvant passé obstétrical avait laissé des séquelles. Bien qu'elle ait été considérée comme attirante dans les années 1770, alors qu'elle avait une vingtaine d'années, dans les années 1780, Maria Luisa était prématurément vieillie. Beaucoup remarquaient qu'elle avait le teint jaunâtre dès la trentaine. Un effet peut-être de ses grossesses apparemment sans fin et de ses nombreuses fausses couches. Le beau-père de Maria Luisa, le roi Charles III, est mort durant l'hiver de 1788 et son mari lui a succédé en tant que roi Charles IV. Il allait régner durant les 20 années suivantes. Maria Luisa est devenue reine consort en même temps. On comprit rapidement qu'elle était une figure majeure dans l'ombre du trône. Son mari n'était pas un souverain fort et il était dominé par sa femme.
Par exemple, elle a participé à la première réunion avec les hauts conseillers d'État en 1788. Elle a clairement dit vouloir jouer un rôle dans la gouvernance du pays, ce qui s'est poursuivi tout au long du règne. Charles se contentait de laisser faire, car ses passions allaient surtout à la chasse et à d'autres passe-temps aristocratiques. Pour sa part, Maria Luisa joua un rôle bien plus important dans les affaires de l'État, et en particulier dans la promotion de l'éducation et de la culture en Espagne. De plus, elle fut la principale mécène de Francisco Goya, qui devint le peintre officiel de la cour dans les années 1790. Pendant les années où Maria Luisa vécut à la cour, d'innombrables accusations circulaient à huis clos, selon lesquelles elle multipliait les infidélités, et qu'elle avait de nombreux amants. Une rumeur en particulier prétendait qu'elle avait une liaison avec Manuel de Godoy, un jeune homme qui, dans les années 1790, est devenu Premier ministre d'Espagne en tant que secrétaire d'État. Sa jeunesse et son ascension rapide, et le patronage de la reine, ainsi que sa relation étroite avec elle, ont suscité de vives suspicions selon lesquelles ils auraient entretenu une liaison amoureuse pendant de nombreuses années. De plus, Maria Luisa s'appuyait émotionnellement sur Godoy durant les moments difficiles, comme lorsqu'elle a perdu ses enfants, et la dépression causée par sa ménopause. On disait aussi que Godoy était le père biologique de plusieurs de ses enfants, et le confesseur de la reine a écrit dans son testament qu'aucun de ses fils et filles, aucun n'était issu du mariage légitime. Bien que beaucoup d'historiens jugent la relation probable, nous avons en réalité très peu de preuves concrètes qui le confirment. Ces accusations semblent avoir été si répandues en raison de la jalousie parmi les rivaux de Godoy pour le pouvoir, et parce que la reine dépassait les contraintes imposées aux femmes dans un monde dominé par les hommes. La rumeur malveillante s'est également étendue aux relations de Maria Luisa avec plusieurs autres grandes aristocrates à la cour d'Espagne. Par exemple, on soupçonnait qu'elle avait empoisonné Maria Cayetana de Silva, 13e duchesse d'Alba. La duchesse d'Alba avait épousé le marquis de Villafuente, et cette union de deux grandes lignées aristocratiques espagnoles les avait placés parmi les plus hauts rangs à la cour royale d'Espagne, juste après la famille royale et la maison d'Osuna. Maria Luisa était donc considérée comme une rivale à la fois de la duchesse d'Alba et d'Osuna. Ainsi, lorsque la duchesse d'Alba mourut soudainement à l'été de 1802, à seulement 40 ans, son décès fut considéré comme suspect, et des accusations selon lesquelles la reine aurait organisé l'empoisonnement de sa rivale circulèrent. Ces allégations étaient totalement infondées, et presque tous les historiens s'accordent à dire qu'Alba est morte de la tuberculose compliquée par une forte fièvre. Néanmoins, ce n'était pas la seule femme que Maria Luisa était soupçonnée d'avoir empoisonnée. En 1802, son fils, le prince Ferdinand, a épousé Maria Antonia de Naples et de Sicile. Maria Luisa n'aimait pas sa belle-fille. Écrivant un jour à Manuel Godoy « Que devons-nous faire de cette diabolique vipère de ma belle-fille et de ce lâche bâtard de fils que j'ai ?» L'animosité entre les deux et le fait qu'elle n'avait que 21 ans ont conduit à des accusations selon lesquelles elle aurait été empoisonnée. Mais il n'y a aucune preuve pour étayer cela, et Maria Antonia est en réalité morte de la tuberculose. Au XIXe siècle, ceux qui étaient au centre du pouvoir en Espagne avaient des problèmes bien plus graves à gérer que les infidélités supposées de la reine consort ou une histoire inventée de possible empoisonnement. Une menace bien plus réelle et tangible était apparue en Europe de l'Ouest. En 1789, la Révolution française avait commencé, conduisant finalement au début des années 1790 à la destitution et à l'exécution du roi Louis XVI de France, le cousin de Maria Luisa. Lors des guerres révolutionnaires françaises, le roi Charles et son gouvernement avaient, de façon compréhensible, rejoint une coalition anti-française, alliée à la Grande-Bretagne et l'Autriche contre les Français. Mais lorsque les Français commencèrent à prendre le dessus sur leurs ennemis en 1794, Charles, Maria Luisa, Godoy et d'autres responsables à Madrid, de façon surprenante, changèrent de cap. Une alliance fut conclue avec la Nouvelle République française, une alliance qui fit de l'Espagne le principal allié de la France parmi les puissances européennes. L'alliance franco-espagnole a toujours été déséquilibrée.
L'Espagne était une puissance secondaire en Europe à la fin du XVIIIe siècle, et la France était en pleine ascension comme puissance continentale dominante sous la République. Mais cela devint encore plus aigu sous Napoléon Bonaparte en tant qu'empereur des Français à partir de 1804. En 1807, Maria Louisa, Charles et Godoy ont tenté de profiter de l'expansion française en acceptant le traité de Fontainebleau, ce qui permettrait à l'Espagne d'envahir et d'annexer effectivement le Portugal, une puissance alliée au principal ennemi de la France, la Grande-Bretagne. S'ensuivit une période d'intervention française marquée dans les affaires espagnoles, qui a finalement abouti à la déposition de Charles et à la brève accession au trône de Ferdinand, le fils aîné de Maria Louisa, une figure qui s'était opposée de plus en plus à son père, sans volonté, au fil des années. Maria Louisa et Charles ont fait appel à Napoléon au sujet de ce nouvel arrangement. Mais leurs protestations eurent une conséquence encore pire lorsque Napoléon décida de se passer complètement de la famille royale espagnole. À l'été 1808, il imposa son frère Joseph Bonaparte comme nouveau roi d'Espagne. Dès lors, le temps de Maria Louisa au centre du pouvoir à Madrid prit fin. Cependant, la nouvelle organisation fut un désastre pour Napoléon, avec une longue guerre de guérilla qui éclata en Espagne. Une guerre qui a englouti tant de ressources françaises à la fin des années 1800 et au début des années 1810. Elle est alors connue comme ulcère espagnol. Avec l'abdication de Charles et ensuite la déposition de Ferdinand en faveur de Joseph, en 1808, Maria Louisa, son mari et Godoy ont quitté l'Espagne et ont passé une grande partie de la fin des années 1800 et du début des années 1810, en tant que quasi-prisonniers en France. Ils vivaient dans des conditions agréables à Aix-en-Provence et à Marseille. Mais ils étaient en même temps sous une forme de détention politique, afin d'éviter qu'ils ne deviennent une source de mécontentement politique s'ils retournaient en Espagne. En 1812, l'ancien roi et la reine, ainsi que leurs partisans, ont été autorisés à s'installer en Italie, où ils ont vécu quelque temps à Rome sous le patronage de la papauté. Les événements changeaient vite alors que l'empire de Napoléon s'effondrait au milieu des années 1810. À la suite d'une invasion militaire désastreuse de la Russie, Ferdinand est retourné en Espagne et a repris le trône là-bas. Il a interdit à ses parents de retourner à Madrid. Ainsi, Maria Louisa et son mari ont passé leurs dernières années à Rome. Ce fut une retraite loin d'être désagréable. Elle a passé ce temps comme proche confidente de la papauté, tout en amassant une précieuse collection d'art. Elle est décédée dans la ville éternelle le 2 janvier 1819, à l'âge de 67 ans. Charles est décédé juste 2 semaines et demie plus tard. Godoy, quant à lui, vivrait encore plus de 3 décennies. Maria Louisa l'avait désigné comme principal bénéficiaire de son testament. Et Charles lui avait rapidement demandé de quitter leur cour en exil après sa mort. Les rumeurs étaient peut-être vraies. Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude. Merci à tous d'avoir regardé cette compilation sur ces femmes historiques. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vie de ces femmes dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi, on se retrouve dans la prochaine vie oubliée. Merci.